Salut papa, tu vas bien? On m'a dit que je pouvais communiquer avec toi à travers de courtes vidéos, donc voilà. Je viens pour te donner des nouvelles. Pas mal de choses qui ont changé depuis que t'es parti, donc je sais pas trop comment t'annoncer, mais... Ça y est, on a réussi. On a sauvé l'humanité. T'aurais tellement aimé voir ça, tous les peuples de la Terre se sont unis. Et durant les 3 mois qui ont suivi ton départ, une suite d'innovations plus importantes les unes que les autres se sont enchaînées. Donc, je sais pas par laquelle commencer, mais les problèmes de production. Il n'y en a plus. Il y a de la nourriture en abondance. Et le must, c'est qu'on grossit même plus. Et pour la vieillesse, c'est pareil. À partir de 30 ans, on bouge plus. Et tu vas me parler des guerres, du terrorisme. Moi, je te dis éradiquer. Et le réchauffement climatique, pareil. Pas plus tard que la semaine dernière, on a atteint les 10 milliards d'habitants sur Terre. Et il n'y a aucun problème de logement et aucun problème d'emploi. Je pense que de ton côté, tu dois vraiment être ému, je te connais. Fais beaucoup d'un coup. Par contre, les gars de la NASA ont vraiment été très clairs sur un point, c'est que toutes les personnes qui ont quitté la planète Terre pour partir en expédition ne peuvent plus revenir. Ils ont évoqué un risque de contamination qui pourrait anéantir tous les problèmes qu'on a réussi à résoudre depuis que t'es parti. J'espère que tu comprendras. Hé Tom, arrête de parler à ton père, il est sûrement mort à l'heure qu'il est. Allez viens, on va fêter les 125 ans de ton grand-père. Ouais, laisse-moi 2 secondes. Ouais. Juste 2 secondes. Bon, désolé papa, mais je dois te quitter. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi, et puis j'espère que tu te sens pas trop seul de là où t'es. T'auras au moins réussi à nous prouver ce que tu nous avais dit avant de partir. Que l'homme est né sur Terre, mais rien ne l'oblige à y mourir. Tom. C'est bon, j'arrive. Bonjour à toutes et à tous, nous allons aborder un film beaucoup plus récent que ceux que nous avons analysés auparavant. Ce film est sorti le 5 novembre 2014, il a été réalisé par Christopher Nolan, un monsieur qui a déjà établi ses lettres de noblesse en la matière. Allez, c'est parti pour un voyage à travers les étoiles avec Interstellar. Nous allons commencer par aborder tous les petits secrets de la pré-production de ce film. Le projet Interstellar débuta dès 2006. Il était à l'origine produit par la Paramount et réalisé par Steven Spielberg. Mais connaissant l'emploi du temps de Steven, il est facilement compréhensible qu'il ait dû passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Jonathan et Christopher Nolan s'occupaient déjà du scénario. Et après que Steven se désista, ce dernier proposa le poste de réalisateur à Christopher. Naturellement, Christopher Nolan accepta, et la production d'Interstellar put enfin débuter. Une fois n'est pas coutume pour ce qui est de la fabuleuse bande originale d'Interstellar. Christopher Nolan fit appel au compositeur Hans Zimmer. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur la trilogie Batman The Dark Knight, Le Prestige ou encore Inception. Le plus troublant, c'est que Hans Zimmer n'a pas eu le droit de lire le script du film pour composer sa musique. En effet, Christopher ne lui a passé qu'un petit texte et lui a demandé de composer quelques morceaux par rapport à ce que lui avait inspiré ce qu'il venait de lire, pour que Hans fasse une composition des plus pures. Lors du début de l'écriture du scénario, le personnage de Murphy devait être initialement un jeune garçon. Mais une fois le rôle féminisé, il a fallu trouver 2 actrices pour incarner le rôle de Murphy. C'est Foy McKenzie qui incarne le rôle de la fille de Cooper quand elle a 12 ans, et c'est Jessica Chastain quand elle en a 36. Nous parlons bien d'elle, Jessica Chastain, et pas Bryce Dallas Howard. Non mais je préfère quand même préciser, parce que je crois que Bryce Dallas Howard y tient. Elle a quand même composé une chanson pour qu'on arrête de les confondre. C'est que ça doit arriver quand même de temps en temps. I am not Jessica Chastain, so don't you tell me I was great in Interstellar. Bon, pour en revenir sur... Jessica Chastain. Nolan envoya une assistante directement en Irlande la voir sur le tournage de Mademoiselle Julie pour lui faire lire le scénario d'Interstellar. Une fois sa lecture finie, elle dut rendre le scénario à l'assistante. Du coup, elle a dû être plus que satisfaite, parce que ça doit pas arriver à tout le monde de se faire proposer un rôle par Nolan, surtout dans ces conditions. On sait qu'au niveau des effets spéciaux, il y a souvent 2 écoles. Ceux qui privilégient le numérique, et ceux qui, comme Nolan pour son film, utilisent des éléments plus physiques, plus réels. Car presque tout ce qui apparaît dans le film a été créé à échelle réelle. Les robots K-Cetars, l'endurance, utilisée par l'équipage de Cooper, les combinaisons d'astronautes qui pesaient près de 15 kg, la ferme de Cooper, ou encore plus surprenant, le champ de maïs qui se situe autour de cette ferme. Tous ces éléments ont été façonnés avec le souci du détail qui caractérise tant les réalisations de Nolan. La construction intégrale de cette ferme s'est faite à Calgary, Alberta, au Canada. On vous dit ça parce que les terres de cet endroit ne sont pas faites pour accueillir des cultures de maïs. Jamais personne n'avait eu l'idée de faire pousser du maïs sur ces terres.
mais malgré ces conditions défavorables, l'équipe de Nolan y est quand même parvenue. Par chance, cette plante pousse très vite et elle atteignit les 2,15 m. Ils ont même été jusqu'à vendre une partie de leur récolte, comme quoi même sur les grosses productions, on ne crache pas sur les petites rentrées d'argent. Mais un problème ne vient jamais seul. Maintenant qu'ils ont un champ de maïs, il faut tourner la scène où Cooper poursuit une sorte de drone dans le champ. Mais la visibilité était quasi nulle une fois rentré dans le champ. Il était donc très dangereux pour Matthew McConaughey de conduire là-dedans. Mais Nolan tenait à ce que ce soit Matthew qui soit au volant lors de cette scène. Pour parvenir à contenter tout le monde, il a fallu mettre en place une cage au-dessus du véhicule, dans laquelle un cascadeur contrôlerait la voiture en toute sécurité. Au final, ils se sont cassés le cul à créer un vrai champ avec du vrai maïs pour lui rouler dessus et le brûler pour les besoins d'une scène à la fin du film. Interstellar est un film qui parle entre autres d'équations et de physique. Eh bien, on va faire un petit calcul si vous le voulez bien. Tout au long de la scène sur la planète océanique, où se pose une navette de l'endurance, on peut entendre des petits tics. Et chaque tic équivaut à 1 seconde sur cette planète. Mais 1 seconde sur cette planète représente 17 heures sur Terre. Cooper et Brand apprennent une fois de retour sur le vaisseau qu'ils sont partis pendant 23 ans, 4 mois et 8 jours. On vous épargne le calcul, cela signifie qu'ils sont seulement partis 3 heures et 17 minutes sur cette planète recouverte d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que le temps que je vous explique comment s'écoule le temps sur cette planète nous aurait fait perdre 1 semaine sur Terre. C'est pour la séquence se déroulant sur cette planète que l'actrice Anna Thaoué a été victime d'hypothermie, car elle avait un trou dans sa combinaison qui devait être hermétique, mais la fermeture est restée partiellement ouverte. Du coup, quand elle s'est retrouvée sous l'eau, comme il est dit dans le script, sa combinaison s'est remplie d'eau glacée. Mais on peut dire qu'elle ne manque pas de courage, car elle déclara à propos de cet incident que les chochottes ne font pas long feu sur les tournages de Nolan. Les lieux de tournage ne ressemblent pas tellement à des lieux terrestres, mais c'est bien en Islande qu'ils ont tourné les scènes de la planète d'eau et de glace, sur le même endroit que Batman Begins. Sur le tournage, ils ont subi des vents allant jusqu'à 160 km/h. C'est pour cela qu'il y avait des guides qui connaissaient bien la région, qui indiquaient à Nolan quand est-ce qu'il devait s'arrêter de tourner, car les vents allaient devenir trop puissants. Donc quand il se stoppait, il devait retourner à l'hôtel. Et Nolan ne voulait pas perdre de temps, c'est pour cela qu'il tourna les gros plans dans un parking en le recouvrant de fausse neige. Ah bah ça vaut le coup d'aller à l'autre bout du monde pour tourner dans un parking. Tout ceci est confirmé par les mots du réalisateur. Nous avons subi une tempête hallucinante. Elle a sévi pendant 2 jours, à tel point qu'on en perdait l'équilibre. Il a fallu tout mettre à l'abri et se réfugier dans nos hôtels. La bibliothèque dans la chambre de Murphy est un élément fondamental dans le film. Elle n'a pas été composée au hasard. Le réalisateur s'est fait plaisir en plaçant sur les étagères de la bibliothèque des livres en rapport avec les thématiques de son film. Ainsi, on peut voir le roman Le Grand Nulle Part de James Ellroy. Ce titre fait directement écho à l'endroit où se trouve Cooper à la fin du film. Il y a aussi une biographie de Charles Lindbergh, un aviateur américain. Il est surnommé l'Aigle solitaire. Il est le premier à avoir traversé l'Atlantique en avion, sans escale et en solitaire. Autant dire que le parcours interstellaire de Cooper nous fait beaucoup penser à lui. Et pour finir, on peut dire qu'un livre de Stephen King, Le Fléau, est visible dans la bibliothèque. Encore une fois, ce choix n'est pas dû au hasard, car ce roman aborde aussi le sujet d'une humanité au bord de l'extinction. Une autre référence littéraire notable peut être dénichée au début du film dans la base de la NASA. Voilà, juste à côté de Cooper et Murphy, il y a une affiche du livre De la Terre à la Lune de Jules Verne. Naturellement, Nolan et son frère, qui ont signé le scénario d'Interstellar, n'ont pas pu accomplir cette tâche seuls, vu la complexité de la chose. Ils ont fait appel à Kip Thorne, un scientifique qui est une référence dans le monde de la gravitation, et plus particulièrement dans tout ce qui touche au trou de verre. Nolan voulut introduire un caméo du monsieur, mais faute de temps, il a dû se contenter de nommer Kip, le robot du Dr Mann. En parlant de trou de verre, Romilly explique leur principe à Cooper avec l'allégorie de la feuille pliée. Ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. La même explication est donnée par l'acteur jouant Alan Grant dans Jurassic Park, Sam Neill, dans le film Event Horizon. And you want to get from point A here to point B there. Now, what's the shortest distance between 2 points? A straight line. Wrong. The shortest distance between 2 points is 0, and that's what the gateway does. It folds space so that point A and point B coexist in the same space and time. When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal. Pour revenir à Kip Thorne, on peut dire que Carl Sagan s'est inspiré de ses travaux pour écrire son livre Contact. Il y aura une adaptation au cinéma en 1997 par Robert Zemeckis,
dans laquelle on peut retrouver Matthew McConaughey, qui joue Cooper dans Interstellar, et la brillante Jodie Foster. Pour boucler la boucle de ces différentes inspirations, on peut dire que Jonathan Nolan, le frère de Christopher, a dévoré plusieurs livres de Carl Sagan pour établir le scénario d'Interstellar. Du coup, Jonathan Nolan s'est inspiré de Carl Sagan, qui lui-même s'est inspiré des travaux de Kip Thorne, qui lui-même a participé à l'élaboration de l'histoire d'Interstellar, aux côtés des frères Nolan. Comme à son habitude, Christopher Nolan a voulu garder le secret autour de son film le plus longtemps possible. Ainsi, il opta pour le titre de travail très joli de Lettre à Flora. Il s'agit en fait d'une allusion au prénom de sa fille, Flora. En plus de ça, on peut dire que sa fille fait une courte apparition dans le film Interstellar, puisqu'elle est située à l'arrière d'un pick-up. Tant qu'on y est avec les caméos de membres de la famille, tout à la fin du film, on peut voir Levi, un des enfants de Matthew McConaughey, parmi les enfants de Murphy. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez surtout pas à aller voir Interstellar, ou à le revoir si vous l'avez déjà vu, de parler de cette vidéo à vos amis si elle vous a appris quelque chose sur ce film, et n'hésitez pas par la même occasion de filer au ciné.